Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Salut! Aujourd'hui... Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Non, c'est ça! Il n'y a pas de problème. Je m'améliore. Oui. Fait que je vais te laisser partir. Justement, on va parler de MDI, Microsoft Defender for Identity. Pour ceux qui sont sur YouTube, on va avoir une présentation qui accompagne, mais généralement, il y a comme pas beaucoup d'éléments de démonstration ce coup-ci. Fait que le pur verbal peut être suffisant pour la plupart des cas. Fait que je te laisse amorcer ça. En effet, Microsoft Defender for Identity, qui fait partie de toute la suite de solutions Defender de Microsoft, évidemment. Defender for Identity, la particularité de ça, c'est que ça va aller sécuriser et surveiller tout ce qui se passe au niveau on-prem, bien que ce soit un service cloud. Donc aujourd'hui, le but, c'est premièrement, vous expliquer grosso modo, c'est quoi le service Defender for Identity, pour que vous puissiez avoir une idée générale de qu'est-ce que ça fait et s'il y aurait de la valeur dans votre contexte de déployer ce type de service-là. Peut-être que vous avez encore une fois déjà les licences pour utiliser ça puis que vous l'avez tout simplement pas déployé. Donc, ça va vous donner une idée, ça ressemble à quoi. Ensuite de ça, quelques éléments clés parce que c'est un service qui est typiquement pas super complexe à déployer, mais qui a quand même des petites... des petites twists qu'il faut connaître pour que ce soit bien mis en place puis qu'on puisse en tirer profit pleinement. Et une petite dernière section à la fin pour vous indiquer un volet actualité par rapport au service, qu'il y a des moyens de passer à côté de certaines façons. Mais je vous dis d'entrée de jeu que ça reste quand même un service extrêmement pertinent et qui apporte de la valeur. Donc, c'est quoi Defender for Identity? Ben, comme je l'ai dit, c'est un service dans le cloud de Microsoft, donc qui vient avec au niveau des licences de tout ce qui est E5. Là. Donc, si vous avez des licences Microsoft 365 E5, MS E5 ou Security E5, vous avez accès à ce service-là. Et concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'aller valider des éléments de configuration au niveau de votre Active Directory on-prem pour avoir une bonne idée de quelles sont les actions que vous pourriez prendre pour augmenter votre niveau de sécurité. Donc ça, c'est le premier volet Prevent que vous voyez ici. Detect, c'est ça, ça va analyser tout ce qui se passe sur votre Active Directory pour aller détecter et soulever des alertes. Ça va vous permettre d'aller investiguer. Donc, dans l'interface, on va le voir tout à l'heure, mais vous avez évidemment des incidents que ça va soulever, puis vous allez pouvoir aller investiguer des utilisateurs qui sont identifiés comme ayant un niveau d'investigation à regarder, par exemple. Et ça va aussi permettre d'aller répondre ou d'aller prendre des actions de rémédiation dans votre environnement, même au niveau on-prem. Donc, on peut aller configurer la solution pour aller, par exemple, éventuellement prendre action pour désactiver un utilisateur, ce genre de choses-là. Un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça va regarder? Ça va aller analyser tout ce qui est trafic réseau. Donc, on parle ici du trafic NTLM, tout ce qui est Kerberos, requête LDAP, RPC, DNS, SMB, etc. Ça va regarder tout ça. On va aller voir s'il y a des éléments anormaux. Ça va regarder tout ce qui est événements de sécurité, puis au niveau des données de l'Active Directory. Donc, je l'ai mis dans les éléments clés, vous allez voir, là, mais c'est assez important pour que la solution fonctionne bien, que vous ayez activé tout ce qui est événements de sécurité, audit en prérequis. La documentation de Microsoft est très bien pour aller indiquer qu'est-ce qui est important de mettre en place par rapport à ça. Et ça va aussi aller regarder tout ce qui est comportemental au niveau des utilisateurs. Donc, c'est un volet qui est assez intéressant avec la solution. Ça va prendre en compte le contexte de votre organisation et ça va soulever des alertes dans le cas où un utilisateur a des comportements anormaux. Est-ce qu'il se connecte sur une machine de façon anormale? Est-ce qu'il y a des tentatives de connexion anormales, etc. D'un point de vue architecture ou comment est-ce que cette solution-là se déploie? Ici, encore une fois, on a un beau petit schéma de Microsoft et c'est simple, en fait, là, c'est simplement un capteur qu'on va aller installer au niveau de chacun des contrôleurs de domaine.
Et si vous êtes sur une infrastructure avec ADFS, ça va aussi aller prendre en compte ces serveurs-là, donc de déployer des capteurs sur chacun de vos serveurs ADFS, bien que c'est pas l'architecture recommandée maintenant. ADFS tendant à vouloir devenir obsolète. Donc, mais bref, je le mentionne quand même si vous êtes dans ce cas-là. Mais si vous partez à neuf, allez pas dans cette direction-là. Ouais. Azure AD est vraiment un produit beaucoup plus mature pour faire de la fédération que l'ADFS, puis beaucoup plus simple aussi à opérer. Fait que ça, c'est effectivement. Et tout ça, puis là, ce qu'on parle de MDI est déjà pré-inclus dans Azure AD. Là. Il y a déjà tout ce volet-là est déjà intégré. Ça, c'est vraiment comme une extension de ce qui est déjà disponible dans Azure AD pour la protection des identités. Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue architecture, c'est pas plus compliqué que ça. Le seul petit point supplémentaire que je pourrais mentionner, c'est que si, par exemple, vous êtes dans un contexte où vos contrôleurs de domaine ne communiquent jamais avec Internet, ce qui peut très bien être le cas, il y a aussi moyen de déployer la solution pour que le capteur passe par un proxy pour aller communiquer avec Internet. Parce qu'évidemment, ça fait, étant donné qu'on parle ici d'un service cloud, ça implique des communications, idéalement. En général, oui. Il faut un peu d'Internet dans le décor. S'il n'y a pas d'Internet, on a un petit souci. Puis il y a certains clients, justement, qui s'imaginent qu'on peut faire du cloud sans Internet. Puis c'est un petit peu difficile. Là. On aurait des fonctionnalités limitées, disons. Petit tour d'horizon. Donc, comme Nicolas l'a mentionné, on n'a pas énormément d'éléments à regarder là, dans l'interface, mais seulement pour vous mentionner maintenant, peut-être que vous utilisiez le portail Legacy, entre guillemets, pour ce service-là, qui est portal.atp.azure.com. C'était le portail avant. Microsoft fait toujours des efforts pour aller intégrer et centraliser tout ça. Donc maintenant, le service est disponible et opérable à partir de security.microsoft.com en très grande partie. Il y a certains éléments vraiment spécifiques là, qui se gèrent juste avec à partir de l'ancien portail. Mais pour tout ce qui est exploitation de la solution au day-to-day, tout ça, là, ça se passe dans security.microsoft.com. Pour la configuration, on passe par le volet Setting puis Identities. Et c'est à cet endroit-là qu'on va être en mesure d'aller configurer un sensor. Donc, on va cliquer sur Add Sensor, on va aller télécharger le capteur, puis aller prendre une clé qui va être affichée à l'écran lorsqu'on clique sur ce bouton-là pour aller faire l'installation. Petit point important par rapport à ça, du moment où vous cliquez sur le bouton Add Sensor pour aller faire cette configuration-là, prenez bien le temps de copier la clé parce que du moment où vous avez fermé cette section-là, la clé réapparaîtra pas. Donc, c'est point important par rapport à ça. Ensuite de ça... Comme la plupart des secrets, d'ailleurs, dans Microsoft aussi, il y a toujours cet élément-là. Fait que, on l'apprend une première fois, puis après ça, on est un peu déçu de ne pas avoir pris les choses en note correctement, puis là, on corrige. Mais c'est logique en termes de design, c'est sûr que ces informations-là ne doivent pas être réversibles. Donc, c'est normal aussi que Microsoft ne le stocke pas en clair quelque part, parce que ça nous mettrait la sécurité... Ça diminuerait la qualité de la sécurité qui est mise en place pour ces infras-là. Ça, c'est d'autant plus important parce que ça communique avec nos AD internes. Là, fait que, tu sais, ils voient tout. Fait que c'est important qu'ils soient très, très sécurisés. Exactement. Oui, tout à fait. Puis, à partir de là, on a tout ce qui est, ça c'était capteur. Ensuite de ça, on tombe dans la configuration des comptes. Donc, évidemment, ça prend des comptes de service pour être en mesure de aller faire la surveillance. Donc, on va recommander habituellement de se créer un Group Managed Service Account. Il y a moyen de le faire autrement, mais c'est ce qui est recommandé habituellement. Typiquement, on va vouloir se mettre un compte pour
dans cette section-ci, le Directory Services Account, pour aller faire la surveillance. Puis il y a la section Manage Action Accounts, où ce que ça va être un compte qui va être utilisé pour aller prendre action. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, là, les actions de rémédiation, comme aller désactiver un utilisateur dans l'Active Directory on-prem, ça va être possible de le faire. Puis on va recommander de mettre 2 comptes séparés habituellement pour ces 2 éléments-là. Juste pour pas qu'il y ait un single point of failure au niveau du service, puis aussi pour s'assurer que s'il y a un des comptes qui est compromis, ça fasse moins mal. Au niveau des autres éléments intéressants ici, dans tout ce qui est settings, on peut aller identifier pour la solution des utilisateurs, des appareils ou des groupes qui sont particulièrement sensibles. Donc, lui, à partir de là, va porter une attention particulière à ces comptes-là, puis nous soulever ces éléments-là au niveau des alertes. On va voir le tag là, qu'il s'agit d'un utilisateur ou d'un appareil qui était plus sensible au niveau des alertes. Donc, ça va faciliter un petit peu le travail à ce niveau-là, d'être en mesure de les voir comme ça. Une fonctionnalité intéressante du service, c'est tout ce qui est Honey Token. Honey Token, concrètement, c'est des comptes ou des appareils là, qu'on va aller mettre en place selon le principe du honeypot, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller mettre des faux comptes qui ont l'air d'être un administrateur ou d'avoir des privilèges élevés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va se connecter avec ce compte-là, ça va nous soulever un incident dans l'interface. Donc, il y a cette fonctionnalité-là qui est intéressante. La section ici des exclusions, évidemment, ça fait partie du jeu là, de déployer ça. Là. Souvent, vous avez peut-être, en tout cas, par expérience en clientèle, c'était le cas pas mal à tous les endroits où je l'ai déployé. Là. Souvent, les organisations ont des systèmes qui vont aller faire des requêtes, que ce soit PSExec ou peu importe, là, au niveau des contrôleurs de domaine. C'est des choses que j'ai vues. Puis bref, il y a de la gestion d'exclusion qu'on peut faire pour s'assurer que ça soulève pas tout plein d'alertes inutilement. La nuance que j'aimerais apporter, c'est que tu peux faire tes exclusions de point de vue global, donc de dire, par exemple, que tel device ou telle adresse IP ou tel utilisateur va jamais soulever d'alerte. C'est pas l'approche recommandée. Il y a moyen de le faire par règle de détection. Et à ce moment-là, dans le fond, par type d'alerte, on va pouvoir aller dire, comme vous le voyez ici, là, dans l'interface, on a tous les différents types d'alertes qui peuvent être soulevés par la solution, puis on va aller dire, pour tout ce qui est, par exemple, Remote Code Execution Attempt, je mets telle adresse IP, par exemple, en exclusion. C'est pas l'idéal, mais c'est pas mal mieux que de le sortir en global puis que ça sorte nulle part. On s'entend. Et puis ensuite de ça, il y a tout ce qui est relatif aux notifications. Donc, vous pouvez aller configurer l'état de santé de la solution, les alertes et tout ça. Qui est-ce qui reçoit ça? Le volet syslog peut être intéressant si vous utilisez, par exemple, SCOM pour la surveillance de vos services on-prem, etc. Vous pouvez aller configurer ce volet-là ici aussi. Donc, voilà pour le côté settings dans l'interface. Ensuite de ça, si vous voulez voir, ça ressemble à quoi? C'est pas mal le cas typique là, des incidents qui se soulèvent dans security.microsoft.com. Donc, vous voyez ici un paquet d'incidents dans mon environnement de test relatif à Defender for Identity. Ici, par exemple, on a un suspected brute force attack on one endpoint. Donc, on est en mesure d'avoir encore là notre beau graphe qui indique, là, évidemment, il n'y a pas énormément de détails ici, étant donné que je suis dans un environnement de démonstration. Là, dans un incident dans un environnement de production permettrait de voir pas mal plus d'éléments intéressants, mais ça vous donne une idée quand même qu'on est capable de voir tout l'historique de l'incident avec les différentes alertes, s'il y en a juste une. Et puis, on peut aller investiguer l'utilisateur, puis éventuellement, à partir de toute cette interface-là, rentrer dans la page de l'utilisateur, puis aller le désactiver au niveau de l'AD on-prem, par exemple. Ouais, puis Microsoft fait de très beaux efforts pour faciliter ces interfaces. Centraliser ces interfaces, justement, on les alerte à toute la même place.
Je me rappelle, il y a 2, 3 ans, c'était pas aussi simple que ça de trouver les sols, cette centralisation-là. Puis pour ceux qui ne voient pas le visuel, ben ceux qui sont habitués de faire du travail avec du EDR justement pour remonter ou voir investiguer les alertes, c'est sensiblement dans la même philosophie que Microsoft a abordé le volet MDI où on a tout un élément de contexte avec un graphe qui nous permet de voir justement l'enchaînement de tout ce qui se passe. C'est vraiment super chouette là. Oui, exactement. Puis, tu sais, un des éléments intéressants avec la solution aussi, on met beaucoup d'accent sur surveillance de tout ce qui est on-prem, mais il faut pas oublier que tout est intégré. Puis souvent, une attaque, l'attaquant va pas se dire, moi, je reste là. Il va souvent aller après ça plus loin, puis aller attaquer d'autres éléments dans le cloud, dans vos services M365 ou peu importe. Puis le fait que ce soit tout intégré comme ça, du moment où on déploie Defender for Identity, le fait que ce soit centralisé, après ça, quand on va aller faire du hunting avancé, on va avoir les tables avec tous les événements relatifs à ce qui s'est passé on-prem aussi. On va être capable beaucoup plus facilement d'aller intégrer des requêtes puis faire de la corrélation sur l'environnement au complet finalement. Là. Donc, ça donne une vue globale. C'est un autre des points intéressants d'aller mettre ça en place. Donc, ça fait le petit tour d'horizon rapide. J'ai mis ici une slide par rapport aux détections de mouvements latéraux. C'est pas quelque chose que j'avais là, dans mon environnement de démo, mais c'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant du moment où la solution est déployée avec les privilèges nécessaires. On est en mesure d'aller voir si un utilisateur a fait du mouvement latéral pour aller se connecter sur d'autres comptes. Et puis là, on a encore une fois des graphes assez intéressants que Microsoft nous permet de voir pour avoir une idée très rapide de ce qui s'est passé. Au niveau action de rémédiation, je l'ai mentionné déjà que c'était possible de le faire. Simplement ici, vous indiquer qu'est-ce qui peut être fait là, en termes d'action de rémédiation. On a Disable User in Active Directory. Donc, la solution va vous permettre à partir de l'interface dans security.microsoft.com d'aller cliquer sur un bouton pour aller désactiver l'utilisateur directement dans Active Directory. Il y a moyen aussi de le réactiver à partir de l'interface. Suspend user in Azure Active Directory, ça va permettre d'aller... c'est la même idée, mais au niveau d'Azure, finalement. Là, faire en sorte qu'un utilisateur puisse plus se connecter au niveau d'Azure, Active Directory. Et Reset User Password, donc on va aller avec cette action-là faire en sorte qu'un utilisateur doive modifier son mot de passe à sa prochaine action de connexion. Ce qui est une très bonne pratique. Puis de toute façon, tout ça se mécanise. C'est ça l'avantage de ça réduit la pression sur les équipes opérationnelles aussi de justement l'amener. Puis le reset, comme on a dans Azure Identity Protection aussi, là, tous ces éléments-là d'ajustement qui permettent d'automatiser puis de protéger correctement les comptes contre des attaques qui sont quand même assez vicieuses maintenant là, sur les comptes. Fait que ça enlève la pression puis ça permet à l'utilisateur, puis là dans ce cas-ci il l'a pas, mais dans le cas du Azure Identity, on est capable d'aller demander le MFA par exemple ou redemander le MFA s'il y a un doute raisonnable pour mettre ces éléments-là. Fait que c'est toutes des belles solutions qui viennent protéger de façon très importante les comptes, là, qui sont un point très important, là, un point névralgique. Oui, en effet. Quelques éléments clés, donc maintenant que vous savez la solution ressemble à quoi, fait quoi et mange quoi en hiver, comme je l'ai dit, c'est pas trop compliqué à déployer, mais il y a quand même des points auxquels il faut faire attention. Donc, j'ai identifié des points clés pour l'implémentation de la solution puis sa bonne utilisation dans cette section-ci. Parce que c'est ça, comme je l'ai écrit ici, configurer un compte de service puis déployer le capteur au niveau de vos contrôleurs de domaine et tout ça, ça va pas suffire. Vous n'allez pas avoir toutes les alertes comme si vous l'aviez configuré pleinement. Donc, le premier point à prendre en compte, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est de configurer les stratégies d'audit avancées. Et encore une fois, la documentation au niveau de Microsoft est très bien par rapport à ça, va vous permettre de voir
plus spécifiquement qu'est-ce qui doit être mis en place à ce niveau-là. Juste pour vous donner une idée rapide, bon, évidemment, si vous utilisez l'infrastructure avec ADFS, ça va être de s'assurer d'avoir activé tout ce qui est les événements relatifs à ça et de faire l'audit là-dessus. On parle typiquement d'aller au niveau de vos contrôleurs de domaine, vous assurer de mettre tout ce qui est événements de sécurité en mode success and failure, donc d'avoir toute l'information nécessaire. Là, il y a l'exemple ici là, de Account Management, Audit Security Group Management à mettre en success and failure. Donc, bref, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun des événements, évidemment, là, mais il y a pas mal d'événements à prendre en compte qu'on peut aller ajouter et paramétrer pour avoir le plus d'informations possible dans la solution. Certains événements qui sont à configurer d'une façon différente. Donc, par exemple, ici, là, on peut aller mettre en place tout ce qui est Restrict NTLM. Il y a 3 paramètres de souligner ici, là, Audit Incoming NTLM Traffic, etc. On peut le mettre à Audit All pour s'assurer d'avoir toutes les informations, etc. Donc, comme je vous disais, la documentation Microsoft est là. Il suffit d'aller mettre en place tout ça. Au niveau du compte de service GMSA, je l'ai mentionné tout à l'heure, je le répète ici, on peut aller mettre en place, parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit là, dans les environnements clients, les gens vont très souvent ne pas mettre de compte pour tout ce qui est action de rémédiation. Donc, on recommande d'aller le découper en 2, en mettre un pour la surveillance, un pour les actions de rémédiation. Un autre privilège qui est assez important d'octroyer, c'est tout ce qui est SAMR. Donc, il y a le paramètre ici qu'on voit là, à aller modifier au niveau de vos group policies, mais d'aller donner le privilège Restrict Clients Allowed to Make Remote Calls to SAM, s'assurer que le compte de service de MDI est en mesure d'aller faire ces calls SAM-là au niveau de vos postes pour être en mesure de faire la détection de mouvement latéral. Concrètement, si vous ne faites pas ça, il va pas être en mesure de faire la détection de mouvement latéral. Donc, tous ces éléments à configurer là, j'ai mis plus bas ici, et puis Nicolas va le mettre aussi probablement là, au niveau des éléments en référence à l'épisode. Il y a un outil intéressant qui permet c'est pas un outil qui a été développé par Microsoft, c'est un expert de sécurité Microsoft qui a développé ça. Ça s'appelle le Microsoft Defender for Identity Configuration Checker. Donc, je vous l'ai mis ici en ressources supplémentaires si vous voulez vous aventurer avec cette solution-là. Mais bref, c'est une solution qui permet d'aller regarder rapidement si l'état de configuration de votre déploiement MDI est fait comme il faut. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, là, dans l'interface avec l'outil, ça va vous dire, par exemple, un beau petit... Ça va vous mettre un petit crochet vert quand tout est beau, puis il y a un petit X rouge, par exemple, ici pour Audit Directory Service Changes. Au niveau des paramètres d'audit avancés, il y a des éléments à modifier ici pour que la solution fonctionne mieux. Puis là, ça indique même le détail de ce qu'il faut aller modifier avec la référence vers la documentation Microsoft. Donc, c'est un outil que je trouvais très bien là, pour avoir une idée rapide. Si vous avez, par exemple, la solution... Excusez-moi, mon micro a lâché momentanément. Tu m'entends bien? Oui, OK, parfait. Oh oui, c'est parfait. Donc, c'est ça. Si vous avez la solution déjà déployée, je vous recommande de regarder cette solution-là juste pour avoir une vue rapide de si c'est bien fait. D'autres éléments clés à prendre en compte, j'ai mentionné ici utiliser les recommandations du Microsoft Secure Score. D'un point de vue global, ça peut être intéressant de regarder les recommandations du Microsoft Secure Score pour tous vos services Microsoft 365, mais je le mentionne ici parce que les gens souvent ne savent pas que Microsoft Defender for Identity va aller ajouter des recommandations à ce niveau-là. Donc, ça fait partie là, de ce que j'ai mentionné au tout début. Là. Ça va vous permettre d'avoir des recommandations sur comment augmenter votre posture de sécurité au niveau de votre Active Directory on-prem.
Et bien, c'est là qu'on va le voir notamment. Donc, en allant dans le Secure Score, on retourne dans l'interface ici, dans security.microsoft.com. À gauche, il y a le volet Secure Score. On est capable d'aller voir Recommended Actions et de filtrer par type de service. Donc, on peut aller filtrer pour aller voir les recommandations relatives à Defender for Identity. Et à ce moment-là, ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire on-prem pour augmenter votre niveau de sécurité. Donc ici, vous pouvez voir là, par exemple Disable Print Spooler Service on Domain Controllers, où il va aller sortir par exemple des recommandations par rapport au Cypher, au weak Cypher. J'oublie le terme en français de Cypher. Mais bref. Algo. Ouais, c'est ça. De chiffrement. Algorithme de chiffrement, ouais. Donc, un paquet de recommandations très intéressantes que vous pouvez aller considérer ici. Un autre intéressant ici, le Remove Dormant Accounts from Sensitive Groups. Dans une optique de révision d'accès, ça va vous permettre de voir, OK, j'ai des comptes qui sont peu ou pas utilisés ou même désactivés, qui sont dans, par exemple, domaine admin. La solution va vous mentionner ici en recommandation d'aller les retirer, par exemple. Créer des Honey Token Accounts réalistes. Je vous ai parlé tout à l'heure des Honey Token Accounts qu'on peut aller créer. Ce qu'on va voir souvent en tout cas, ce que j'ai vu souvent en clientèle, c'est que les gens vont déployer des Honey Token Accounts, mais que ce sont des comptes qui ont juste été créés puis mis là, mais qu'ils ont aucune tentative de connexion sur ces comptes-là. Le compte n'a pas nécessairement même respecté les politiques ou les façons de faire là, que l'organisation utilise pour créer des comptes administrateurs. Le compte est super récent, par exemple, ou bref, il y a tout plein de bonnes pratiques à prendre en compte pour la création d'un Honey Token account. Grosso modo, la recommandation, c'est de tenter autant que possible d'avoir un compte qui ressemble à un de vos comptes d'administration le plus possible. Pour faire en sorte que un attaquant qui consulte les attributs de vos différents comptes dans une approche de reconnaissance, s'il voit qu'il y a un compte qui a un nom qui s'appelle le super administrateur, mais qui s'est jamais connecté nulle part, que le compte a été créé après toutes les autres, puis c'est ça, a jamais eu le mot de passe de changer, par exemple, ce genre de choses-là, c'est des indices qui vont permettre à l'attaquant de voir que, OK, le compte, il a été créé, il n'a jamais été utilisé, c'est louche. C'est probablement pas un vrai compte d'administration. Intégré avec Microsoft Defender for Endpoint, évidemment, si vous avez Defender for Endpoint de déployer. Je l'ai mis dans les éléments clés parce que c'est un peu moins intuitif, si vous voulez, que faut aller le faire. Ça passe par l'ancien portail, donc portal.atp.azure.com. Il y a un paramètre au niveau des settings qu'il faut activer pour aller faire l'intégration avec Defender for Endpoint ici. Et ensuite de ça, j'ai mis prévoyer une période de tuning. Donc, autant pour faire de la gestion d'exception comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, normalement, il y a des éléments qui vont sortir, qui vont être des faux positifs, que vous allez vouloir aller gérer en exception, mais aussi prévoir un bon 30 jours selon le beau schéma qu'il y a ici. Parce que la solution va avoir une période d'apprentissage, un peu comme Identity Protection ou d'autres types de services au niveau de Microsoft. Ça va y prendre plusieurs jours et pour plusieurs types d'alertes, ça va prendre au minimum 30 jours avant qu'il soit en mesure d'aller faire de la détection parce que lui, il va aller apprendre le comportement de vos utilisateurs, apprendre qu'est-ce qui communique avec quoi dans votre contexte et aller se monter une base de connaissances et par la suite, il va être en mesure de commencer à vous sortir des alertes pertinentes par rapport à tout ça. Dernière petite section,
Plus volet actualité, comme je le mentionnais, je dis c'est du solide, mais et encore là, je vous recommande fortement de déployer la solution parce que personnellement, je trouve que c'est une solution qui est très bien et qui vous permet d'aller chercher beaucoup de valeur. Mais il faut quand même être conscient, comme toutes les solutions de sécurité, là, que ça fait pas de miracle. C'est pas parce que vous avez Defender for Identity de déployer que quelqu'un sera pas en mesure d'aller contourner la surveillance de Defender for Identity au niveau de votre Active Directory. Et je le souligne aujourd'hui notamment parce que il y a quelqu'un qui a sorti une présentation, et j'ai mis le lien ici, que vous pourrez aller consulter. C'est le mois dernier, au mois d'octobre, qui a sorti ça. Et ça nous montre des façons qu'il a utilisées, dans le fond, là, pour aller contourner les mesures de détection de Defender for Identity. Donc, je vous ai mis ici seulement quelques exemples. Il mentionne, par exemple, au niveau du AnyToken account, si vous déployez des AnyToken accounts, lui, ce qu'il dit, c'est de regarder, un peu comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, de regarder des attributs comme logon count, bad password count pour trouver ces AnyToken accounts-là dans l'environnement. Donc, c'est d'autant plus important là, de prendre en considération la recommandation que j'ai émise tout à l'heure là, de s'assurer que ces comptes-là soient le plus réalistes possible. Mais il y a d'autres éléments pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, ici, pour l'alerte de Suspected Kerberos SPN Exposure, il mentionne qu'il y a moyen d'aller faire de l'énumération de comptes et de faire le filtrage là-dessus en mode offline, ça ne va pas aller générer l'alerte. Ce genre de choses-là. Donc, pour beaucoup d'alertes, il va aller montrer une façon de bypasser tout ça. Ce qui est important là-dedans, puis tu l'as bien mentionné, c'est la solution, elle est très bonne, mais comme tout ça, la sécurité n'est pas parfaite. Puis c'est important de connaître la limite de la solution de sécurité qu'on a parce que il y a un peu trop de gens, à mon avis, qui pensent que c'est magique. Quand on sait où arrête la magie, au moins on peut prendre des mesures compensatoires ou faire l'analyse en conséquence. Donc, on est capable d'œuvrer à travers ça et de pas voir que c'est de ne pas l'installer parce que c'est pas suffisant. C'est plus que suffisant, sauf que comme tout, bon, ça fait pas tout. On a plusieurs produits justement parce qu'ils font pas tout. Donc, c'est justement de combiner et de savoir où sont nos angles morts pour qu'on puisse aller les chercher, puis même les bypass, oui. Mais si on voit certains comportements qui sont préalables au dit bypass, au moins on est capable de les investiguer. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps plus intéressant de les connaître. Parce qu'on va être capable, parce que oui, le filtrage se fait offline, effectivement. Cependant, la requête massive qui la précède, qui ne lèvera peut-être pas d'alarme, on va peut-être mettre d'autres mesures ou d'autres éléments justement pour aller les attraper puis choses. Puis justement, tu nous as amené sur le blog. Là, parce que les gens, ceux qui sont pas sont juste en audio, le verront pas, mais justement le blog qui vient expliquer une partie de ces éléments-là aussi. Là. Oui, exactement. Juste en conclusion, c'est ça. En réponse à cette présentation-là qui a été faite le mois dernier, le même expert qui a designé la solution de Configuration Checker que je vous ai présenté un peu plus tôt a émis sur son blog personnel il y a 2 jours, le 8 novembre, des commentaires par rapport à tout ça, puis il indique grosso modo que c'est vrai qu'il y a des façons de contourner, mais que ça demeure important de configurer comme il faut la solution, puis que ça demeure Defender for Identity demeure une excellente addition à une baseline de sécurité pour tout ce qui est Active Directory. Ouais, ben c'est ça, la sécurité, c'est l'accumulation des mesures qui fait qu'on a une bonne sécurité et non une bonne solution qui fait qu'on a une bonne sécurité. Fait que c'est vraiment la façon. Puis je trouve ça intéressant qu'il rappelle ce concept-là que des fois on a tendance à oublier. Mm-hmm. C'est vraiment l'accumulation de mesures et non la mesure qui va avoir un effet réel sur notre posture de sécurité. Puis dans tous les cas, le but, c'est de monter le niveau de l'eau, c'est-à-dire de monter notre posture que ça devienne tellement difficile que les attaquants, on filtre le plus gros du bruit. Puis que ça va être juste des attaquants sophistiqués qui vont venir finalement s'intéresser à nous. Et dans cette mesure-là, s'il n'y a que les attaquants sophistiqués qui sont capables de nous attaquer, ben on vient déjà de nettoyer 99% du problème. Là, exactement. En général. Puis si de toute façon un attaquant sophistiqué puis vraiment sophistiqué, même les meilleurs ont de la difficulté à les intercepter de toute façon. Là. Fait que c'est une autre réflexion. Oui, tout à fait.
Donc, j'ai mis ici une petite section pour les liens. Petite note au passage de Bloodhound que j'ai ajouté ici. On ne regardera pas c'est quoi Bloodhound aujourd'hui, là, mais c'est un outil qui permet de faire de la reconnaissance au niveau Active Directory. Donc, si vous voulez faire des tests dans votre environnement, peut-être plus de environnement de test, là, ne déployez pas ça en production idéalement. Mais si vous voulez voir dans un environnement de test, vous pouvez utiliser ce genre d'outil-là ça va vous générer des alertes de reconnaissance avec MDI et tout ça. Vous allez voir que la solution fonctionne bien, normalement. Ça va faire beaucoup de bruit, oui. Ouais. c'est... Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, parfait, je te remercie énormément. Encore très intéressant. Ça permet justement de rehausser le niveau pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, puis démystifier un peu ces outils-là. Je te remercie de ton temps et de ta générosité. Ça fait plaisir. Merci à toi.